Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka du 10 octobre 2023, consacrée pour sa partie artistique à une exposition du musée de l'Orangerie sur la relation entre un marchand d'art, Guillaume, et un peintre, Modigliani. Oui, voilà, c'est vraiment axé sur cette période de rencontre entre Modigliani et Paul Guillaume. Par contre, moi je vais revenir un petit peu sur la vie de Modigliani. Bon, je pense qu'on la connaît peut-être plus ou moins, mais c'est toujours intéressant de rappeler qui il était. Donc les Modigliani, c'est une famille, en fait, c'était une famille de culture bourgeoise, une famille juive, mais en fait, voilà, mais une famille qui s'est appauvrie. Donc Amadeo, lui, né à Livourne en 1884, on le surnomme Dedo, et c'est le petit dernier d'une fratrie de 4 enfants. Alors il va apprendre à lire très tôt, à écrire aussi. Sa maman, l'enseignement lui est cher, elle enseigne dans une institution qu'elle a fondée, mais Amadeo n'est pas passionné par l'école, il passe de justesse ses examens et il va se former en autodidacte. En fait, il est aussi passionné de lecture et de philosophie, il va lire Nietzsche par exemple. Il a une santé fragile, il a échappé tout petit à une pleurésie et il a une typhoïde aussi. Alors il aime le dessin, la calligraphie, et à 14 ans, il abandonne l'école et il va prendre des cours de dessin chez un professeur humaniste et moderne qui est chef de file d'un mouvement impressionniste italien. Il va côtoyer Corot, il va peindre sur le motif, ce professeur, et il laisse une grande liberté à ses élèves. Et là, Amadeo Modigliani fait déjà preuve d'une grande maturité picturale. Alors il loue avec 2 de ses compagnons de cours un atelier à Livourne, dans des quartiers populaires, dans lesquels il aime circuler dans les ruelles, il aime observer cette vie ouvrière. Il tombe à nouveau malade, il est tuberculeux et il va être accompagné par sa maman. Il part en séjour dans le sud, à Naples et à Capri. Un voyage qui va le marquer et qui va lui donner le goût de la sculpture. Là, il visite les musées, les ruines de Pompéi, il découvre par la suite Rome et Florence et il s'y inscrit à l'école libre du nu pour suivre des cours de Giovanni Fattori qui avait formé son premier professeur à Livourne. Donc il a des journées qui se partagent entre la peinture, les visites de musées, des soirées en discussion intellectuelle dans des trattorias avec ses amis. Et c'est son oncle, le frère de sa mère, qui va financer ses études, le considérant Amadeo comme son fils. Donc il part à Florence et là il est vraiment porté vers la sculpture. Et après Florence, il va aller à Venise, il va faire un séjour dans les Dolomites et il fait des allers-retours avec sa ville natale Livourne, mais il s'y ennuie, il n'aime pas cet esprit petit bourgeois étriqué. En fait, la famille était arrivée à Livourne, famille juive, parce que Livourne acceptait en fait facilement les juifs. Il n'y avait pas de ghetto, etc., Voilà, donc ils pouvaient vivre normalement, en fait. Faire du commerce, etc. Et ils sont arrivés quand même au 16e ou 17e siècle. C'était pas... Parce qu'on sait qu'en Espagne, l'Inquisition a sévi envers les Juifs à cette époque-là. Voilà. Et donc, après ces allers-retours, Modigliani est tenté, c'est l'appel de Paris, découvre les dessins de Toulouse-Lautrec dans une revue qui s'appelle Le Rire. C'était une revue qui était largement diffusée en Italie. Et ses amis lui décrivent la capitale, la ruche, lui parlent de Cézanne, Degas, Sisley, Renoir. Donc voilà, sa maman va lui rendre visite tant qu'il est à Venise, lui met une partie de l'héritage de son oncle, et sachant qu'il a besoin de liberté pour trouver un nouveau lieu pour créer, Modigliani part sur Paris. On est en 1906 quand il va y arriver. Et là, il va aller de galerie en galerie, il rencontre la peinture moderne, il est vraiment fasciné par Cézanne. Et il débarque dans le quartier de la Madeleine, changeant régulièrement d'hôtel. Il va ensuite rejoindre Montmartre, passer des soirées au Lapin Gilles. Il rencontre Max Jacob, avec qui il partage le goût des sciences occultes, les recherches sur des textes sacrés de la religion juive. Il fait des virées nocturnes avec Outrillo, qui est vraiment un bon copain. Ils sont proches tous les deux.
Il habite un moment au Delta, qui est une grande maison entretenue par Paul Alexandre, qui en fait transforme cette maison en phalanstère artistique et littéraire. D'ailleurs, Paul Alexandre sera un de ses premiers marchands. Et donc Modigliani peint et il affirme que c'est simplement alimentaire, mais que c'est la sculpture qui est son art majeur, celui qu'il veut pratiquer malgré sa fragilité pulmonaire. Donc il travaille le bois, qui est un matériau plus léger. Il s'approvisionne clandestinement sur le chantier du métro de la station Barbès-Rochechouart, où il vole des traverses en chaîne. Puis il va déménager sur Montparnasse à la cité Falguière, qui est dite aussi la Villa Rose, mais il vit toujours dans une grande indigence. Donc il se consacre uniquement à son art et il refuse même de faire des petits métiers pour gagner un peu d'argent, comme le faisaient beaucoup d'artistes, comme par exemple apparemment Brancusi qui faisait la vaisselle dans les restaurants ou cirait des parquets ou faisait les lits dans les auberges. Alors Modigliani et Brancusi sont vraiment proches. Brancusi, on le sait, c'est un sculpteur roumain qui est venu à pied depuis sa Roumanie, qui lui est d'origine vraiment paysanne et modeste. Et donc Brancusi et Modigliani sont proches et ils parlent sculpture et ils resteront amis toute leur vie. En 1909, Modigliani a 25 ans, il retourne à Livourne passer l'été. Il se requinque un petit peu auprès de sa famille. Son frère l'emmène à Carrare où il peut travailler le marbre. Mais il a quand même des poumons fragiles et effectivement la poussière et les éclats de marbre le gênent et aggravent sa maladie. Donc il s'ennuie rapidement aussi à Livourne. Il trouve qu'il y a un esprit provincial étriqué. Donc il écrit à Brancusi, il est pressé de le retrouver. Et au Salon des Indépendants de 1910, Modigliani envoie 6 toiles qui vont être remarquées par les critiques, même s'il n'en vendra qu'une. 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Beaucoup de peintres de cette époque-là vont partir au front, et de sculpteurs vont partir au front. Lui est réformé pour raison de santé, ce qui le culpabilise un petit peu. Et il va rencontrer Beatrice Hastings, qui est une poétesse anglaise, avec qui il vivra pendant 2 années une histoire passionnée. Et le marchand Paul Guillaume va le prendre sous contrat, donc ça on en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure. Et il va délaisser la sculpture pour se consacrer à la peinture. Donc est-ce que Paul Guillaume l'incite à peindre apparemment plus qu'à sculpter? Est-ce que sa maladie, sa tuberculose et ses difficultés respiratoires vont aussi le pousser dans ce sens? Enfin voilà. Donc il va là réaliser des portraits de ses amis peintres et poètes et vivre entre Montparnasse et Montmartre. Il va faire des expositions collectives à New York, Zurich, Paris. Et il y aura après 2 rencontres importantes en 1916. Donc après le marchand Paul Guillaume, il va se tourner vers Zborowski, qui va l'encourager dès leur rencontre en étant convaincu du talent de Modigliani. Il va rencontrer Janet Buterne, avec qui il vivra aussi une passion amoureuse. Zborowski va l'aider, lui offre un contrat, le loge, lui loue des ateliers, comme font les marchands, lui procure des modèles, lui propose une première exposition personnelle chez Berthe Weil, une exposition qui fera scandale parce qu'effectivement il va exposer des nus qui vont être que la police va faire retirer de la vitrine. À cause des poils au pubis. Voilà, à cause des poils pubiens. C'était l'argument donné par la police. Et donc, il vendra très peu lors de cette exposition. Puis, il va s'installer à la Grande Chaumière avec Janet Buterne. Là, il commence à vendre de la peinture, mais sa santé n'est pas décline. Et donc, il va partir en 1918 avec sa Janet Buterne qui est enceinte. Il part avec Soutine et Fujita sur la Côte d'Azur. Ils vont retrouver là toute un vivier artistique. Il y aura Blaise Cendrars, Servaige et il y a aussi Paul Guillaume qui est sur la Côte d'Azur. Donc il rencontre aussi Renoir qui est dans les dernières années de sa vie, qui ne peut plus peindre qu'avec ses bandelettes. Et sa fille va naître, Jeanne, en novembre. Alors Modigliani ne va pas bien, il boit, il demande des avances à Zborowski et en fait il rentre à Paris fin mai 1919. Il a besoin de retrouver Montparnasse, il a besoin de pouvoir retravailler sur Paris.
Et Jeanne Buterne et sa fille vont le rejoindre un mois plus tard. Donc il travaille beaucoup, vite, il va participer à une exposition collective, mais sa vie de bohème le rattrape et il va être transporté à l'hôpital à bout de force en janvier 1920 et mourir peu de temps après. Et 2 jours plus tard, Jeanne Buterne, qui est enceinte de leur 2e enfant, va se suicider en se jetant par la fenêtre. Et leur petite fille, donc Giovanna, sera prise en charge par Swarovski en attendant qu'une grand-mère italienne la récupère et qu'elle soit une tante. Après, elle est adoptée par une tante. Ouais. Donc elle porte le nom de Modigliani et grandira en Italie comme le souhaitait Amadeo. Donc ça, c'est une biographie qui est inspirée d'un livre de Christian Parizeau qui raconte en détail justement toute cette vie. Ouais, c'est assez... Oui, non, et puis il y a toute une légende presque malveillante sur la vie de Modigliani, et la réalité n'est pas du tout celle-là. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui ne buvait jamais quand il travaillait, qui buvait après, mais pas quand il travaillait, etc. Il y a des témoignages de modèles de Modigliani à ce propos, voilà. C'est pas du tout cette bohème complètement débridée, irresponsable, voilà, dont on a affublé beaucoup d'artistes de cette époque, quoi. Parce qu'il n'y a pas que Amedeo Modigliani qui a été dézingué comme ça, il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y avait on imaginait ces artistes bohèmes comme des feignasses alcooliques, voilà. Ouais, et puis cette image du peintre maudit, ouais, voilà. Et effectivement, mais ça on l'a déjà souligné même en parlant d'autres artistes, c'est que souvent ce n'est pas sous alcool ou sous drogue que les artistes font vraiment leur meilleur travail, quoi. D'ailleurs, Basquiat disait que quand il travaillait, quand il était chargé, les spécialistes comprendront, eh bien il faisait que des merdes. Mais les gens aimaient bien... voilà, il recherchait plutôt les œuvres qu'il peignait quand il était complètement dans le coltard, quoi. Alors que lui, Basquiat, qui est mort d'ailleurs d'une overdose, disait que non, on peut pas travailler quand on est chargé. Voilà. Et là, donc, il y a un doc sur Arte, tu en as parlé justement ce matin, qui a été fait suite à l'exposition de Modigliani. Il y a eu une rétrospective à Villeneuve-d'Ascq au LAM, je crois, il y a 1 an ou 2. Et il y a une femme qui est un de ses derniers modèles, qui était une gouvernante chez Swarovski, justement, qui a été modèle pour Modigliani, qui a été retrouvée par un... Elle avait 14 ans quand il l'a Voilà, et il y a un conservateur anglais qui l'a retrouvée et qui l'a fait témoigner. Et justement, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'il n'aurait pas pu peindre avec cette finesse, enfin, ce trait de peinture s'il avait vraiment été ivre quand il travaillait, quoi. Elle disait justement qu'il buvait quand il avait fini, quand la séance de pause était terminée. Maudit l'infini vertige qui m'attire, me chavire en d'étranges méandres. Maudit l'incertain voyage de passages à péage vers d'autres rivages. Tout au fond de l'atelier, sous la fenêtre éclairée, debout immobile, Jeanne me regarde. Maudit, au bout de mon pinceau, le silence des regards
sur les corps obliques et pâles. Maudit, maudit, ce reflet éphémère qui se déhanche sur la toile en vapeur d'éther. Et dans l'atelier glacial, assise à mes côtés, la fiancée de mon âme, Jeanne, c'était. L'atelier glacial, Jeanne est seule désormais. Il traîne sur le chevalet un portrait inachevé. Maudit, maudit, mamma mia cara. Maudit, maudit, non ti dimentico. Voilà, c'était Zanni Boni qui chantait Maudit. Alors je vais lire un petit extrait de ce livre Modigliani par Christian Parizeau. Donc il y a plusieurs passages qui sont intéressants. C'est vraiment sa vie détaillée. Et donc c'est quand Amadeo est avec Béatrice Hastings et qui rencontre aussi Paul Guillaume. Donc voilà, ils sont avec Max Jacob. Apparemment, ils étaient souvent tous les trois. Max Jacob est quand même quelqu'un qui est vraiment très intéressant, qui a une intelligence, une culture, enfin. Et donc, il raconte qu'ils passaient des soirées ensemble et qu'après, Modigliani sortait et allait se diriger vers son atelier. Donc, l'atelier dont elle parle est celui que Paul Guillaume lui a loué 13 rue Ravignan, qui est devenu la place Émile Goudot, comme Amadeo l'écrit à sa mère le 9 novembre 1915. Ma chère maman, je suis un criminel de t'avoir laissé si longtemps sans nouvelles, mais tant de choses. Changement d'adresse d'abord, adresse nouvelle, 13 place Émile Goudot dans le 18e. Mais malgré toutes ces agitations, je suis relativement content. Je fais à nouveau de la peinture et j'en vends, c'est beaucoup. Amadeo peindra 4 portraits de Paul Guillaume, son mécène, son acheteur, son nouveau guide, Novo Pilota, comme il l'indiquera en bas à gauche du premier portrait qui représente le marchand en dandy, le cou allongé dans une sorte de mouvement de tête légèrement ennuyé, tenant mollement une cigarette dans sa main gantée. Même si elle n'est pas de taille à lui tenir tête, Béatrice donne une nouvelle impulsion à la vie et à l'art d'Amadeo. « Si tu es un peintre, il faut peindre, lui disait-elle après une dispute. Montre-moi que tu es un peintre, je suivrai le fil rouge formé par les 300 étapes de l'évolution de tes portraits. » Et dans l'affrontement continuel entre le peintre qui veut saisir ce caractère frondeur et la femme qui résiste aux assauts de l'envahisseur indiscret, Amadeo se saisit de ses pinceaux. Tantôt avec un bonnet de fourrure, tantôt avec une robe à carreaux, ou bien nue, il réalisera d'elle une dizaine de peintures et de dessins. Paul Guillaume assiste à l'éclosion de cette nouvelle phase de son talent, l'aide et l'encourage. Il s'attribue même le mérite d'avoir sorti d'Amadeo d'une certaine indigence de vie, même si son étrange façon de s'habiller avec négligence avait une incontestable élégance, une distinction qui surprenait. Il n'est pas le seul à remarquer, au point d'en parler, l'élégance d'Amadeo, toujours tirée à 4 épingles. Picasso disait qu'il n'y avait qu'un homme à Paris qui sache s'habiller, et c'était Modigliani. Je me rappelle, dit Paul Guillaume, m'être présenté un matin dans son atelier pendant qu'il dormait encore. J'ai dû le réveiller, il me pria de m'asseoir en s'excusant de ne pas pouvoir me parler avant de s'être lavé. Il prit alors un broc de zinc sans poignée et qui pour lui remplaçait le pot de mie que nos grands-mères ont l'habitude de garder dans leur table de nuit. Modigliani, qui pendant la nuit s'était servi du broc, courut le vider dans le lavabo du couloir et le rapporta tout de suite rempli d'eau fraîche.
Il me confia que c'était là une coutume hébraïque que de se laver le plus complètement possible dès le lever du jour, du lit, et que se rincer la bouche avec de l'eau fraîche donnait de la lucidité. Il n'hésita donc pas à boire quelques gorgées du broc avant de commencer une abondante. Donc voilà, ça c'est les rapports de Paul Guillaume et de Modigliani qui se rencontrent donc en 1914 par l'intermédiaire de Max Jacob. Voilà, ils se rencontrent, voilà, ça c'est la rencontre de Paul Guillaume et de Modigliani. Ils se rencontrent en 1914 et c'est encore Max Jacob, la pipelette du tout Paris littéraire et artistique, qui connaît tout le monde, qui les a présentés l'un à l'autre. Auparavant, il avait été courtier et profitant de ses rencontres professionnelles, il s'était mis très jeune à collectionner des toiles et des objets d'art qu'il entassait dans son appartement rue des Martyrs. Passionné d'art nègre, il achetait aux puces chez les brocanteurs des statuettes africaines avant que l'art n'en fût à la mode. Suivant les bons conseils de son ami Apollinaire, il ouvre en février 1914 sa propre galerie au 6 rue de Miroménil. Paul Guillaume est un petit bonhomme tout rond, jovial, joyeux, très cultivé, raffiné et qui parle un très bon anglais. Il choisit ses peintres en fonction de préférences précises et courageuses. Sa première exposition présente Natalia Koncharova et son compagnon Michel Larionov. Et en fait, on peut préciser qu'effectivement, Paul Guillaume travaillait dans un garage de voitures de luxe et donc il n'était pas du tout dans le monde de la peinture et qu'il a découvert un chargement dans son garage qui était des statues africaines et que là, il a commencé à se passionner, qu'il les a exposées justement dans son garage et qu'après, il s'est tourné vers ce métier de collectionneur et de marchand d'art, quoi. Via, via. Niente più ti lega a questi luoghi, né questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, do 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 do. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove molto freddo, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do, do-do-do, chips, It's Wonderful, Paolo Conte. Donc maintenant, on va parler un peu quand même de cette exposition. Oui. Il y a à peu près 4 salles, je crois. Donc la première salle, c'est un peintre et son marchand. Donc on a des portraits de Paul Guillaume faits par Modigliani. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit Paul Guillaume avec sa petite moustache, son chapeau, qui est très jeune, qui est assis à son bureau ou dans ses appartements. Oui, c'est pas les peintures qui me font frétiller. Celles-là, en tout cas. Ah ouais, moi je trouve qu'elles sont quand même assez intéressantes. Non, mais elles s'inscrivent dans un parcours, si tu veux, où plus tard on voit dans les autres salles son travail avec les enfants, avec les servantes, avec le petit peuple. Et là, je trouve qu'il y a une fraîcheur, quelque chose d'assez, pour moi, extraordinaire. Voilà, et c'est plus du tout le peintre qui fait des nanas avec des longs coups, avec des petits yeux, etc.
Mais c'est vraiment, on sent qu'il est... C'est surtout quand il était dans le sud, je crois qu'il a fait tout ce travail sur... Quand il était sur Quinquet, justement, que Zborowski l'a envoyé à Nice, sur la Côte d'Azur, et que Paul Guillaume l'a aussi accompagné. Et effectivement, bah là, il y a aussi, c'est la guerre, donc en fait, il y a plus beaucoup d'argent. Donc il prend des modèles aussi qu'il trouve aussi plus facilement, quoi. Et dans la deuxième salle donc, de cette exposition, c'est aussi justement essayer de comprendre comment Modigliani en est venu à ces visages plus ovales, à ces coups allongés, enfin, avec cette inspiration de tout l'art africain, oui, bien sûr. Toute la collection de Paul Guillaume et tout ce qu'il voit aussi avec Brancusi, parce qu'il passe beaucoup de temps aussi à aller voir ces statuettes dans les musées. Et donc on va voir des statues de la collection de Paul Guillaume. Et il y a moi j'ai bien aimé, il y a 3 sculptures de Modigliani on n'a pas souvent l'occasion de voir ces sculptures. Là, c'est dans du marbre, elles sont pas terminées, c'est vraiment les blocs qui ont commencé à être travaillés. Et on voit ces yeux qui sont toujours quand même ces yeux ovales. Mais là, il y a le bloc avec tous les marques des outils, quoi, ouais. Et voilà, donc ça c'est pour faire le lien justement entre comment Modigliani va arriver petit à petit à faire tous ces portraits. La 3e salle, donc là on est dans des portraits plus de gens, peut-être de gens plus connus dans le milieu parisien et littéraire, il peint beaucoup, donc comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qu'il rencontre, les artistes qu'il rencontre, les poètes. Donc on va avoir un portrait. Une galerie de célébrités. Voilà, là c'est plus des célébrités. Il y a Béatrice Hastings justement qui est représentée plusieurs fois. Préciser aussi qu'il aime bien mettre sur ses peintures le nom de la personne qui peint. Et il y en a, voilà, donc c'est tous les gens qui rencontrent. Il y a un portrait de Picasso avec marqué Picasso. Voilà, Picasso. Il y a aussi Moïse Kissling, Juan Gris, Cocteau, Diego Rivera. Celles-là, je ne sais pas si elles y sont dans l'exposition. Je ne suis pas certaine. Diego Rivera, oui. Non, je crois pas. Voilà. Et Cocteau, oui. Je ne suis pas même pas sûr. Non, Cocteau, il n'y est pas. Mais il y a Kissling, ça c'est sûr. Donc il y a cette 3e salle présente tous ces portraits. Et après, oui, on arrive à la période méridionale où là, il y a plus des anonymes qui sont hyper touchants. Oui, tout à fait. Oui. Et là, c'est plus des yeux sans pupilles, c'est des yeux parfaitement dessinés avec des pupilles magnifiquement peintes. Voilà, c'est tout à fait différent de ces portraits plus officiel, si on peut dire ça comme ça, quoi. Voilà. Non, là, il a un traitement de ses œuvres qui est vraiment délicat, avec des carnations, avec des roses très tendres et aussi très influencé par Cézanne, les vêtements, les fonds, etc. Voilà, dont un des plus célèbres, c'est un portrait d'enfant. Avec une veste ocre jaune foncé, et qui vraiment, on pourrait dire que c'est presque Cézanne qui l'a peinte, quoi. Que ça serait, voilà, c'est plus délicat que Cézanne, hein. C'est moins brutal, mais bon. Ouais. Et oui, il y a une petite fille rousse, il y a l'enfant gras, et effectivement, des fois, surtout sur ces enfants, il y a plus de volume sur le visage, quoi. Ouais, ils sont plus ronds. Moi, il y a un portrait que j'ai beaucoup aimé, c'est une jeune femme, alors ça, je crois que c'est dans la 3e salle, c'est une jeune femme qui fait un peu androgyne au corsage, ils disent au corsage à rayures, je crois, elle a une petite cravate, et c'est peut-être ce côté androgyne qui me plaît, avec une coupe au carré très courte. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment une puissance dans ce portrait. Je trouve que pour moi, il sortait du lot par rapport aux autres, quoi. Oui, on est étonné d'ailleurs, parce que, semble-t-il, il peignait très vite. Parce que là, il y a quand même une précision, une délicatesse dans la touche, etc. On imagine mal ces portraits peints un peu vite. J'ai comme un doute. Enfin bon, on peut pas non plus contrer tous les spécialistes, parce qu'ils seraient pas contents en plus.
Ouais. Alors dans ce documentaire sur Arte, justement, ce qu'on voit pas du tout dans l'exposition, parce que là on reste vraiment centré sur cette période-là, c'est ces premières peintures qui en fait sont complètement différentes, justement, où on sent qu'on a plus une inspiration quand même cézannienne ou un peu impressionniste, avec beaucoup plus de couleurs. Ouais, à chaque fois qu'il rencontrait les artistes, comme par exemple, comment il s'appelle, celui qui était nain, là. À Toulouse-Lautrec. Ouais, Toulouse-Lautrec, il a été fortement influencé. On se demande si c'est Toulouse-Lautrec ou Modigliani qui a peint, voilà. Mais comme on le répète souvent, les artistes sont des éponges et ils aiment se copier, se recopier, se surcopier. Ils se copient même eux-mêmes. Ils copient leur travail aussi. Ouais. Et donc, et à la fin de sa vie, donc, en fait, Zborowski lui a demandé de peindre des nus. Et parce que et finalement, les nus se sont pas tant vendus que ça. Et là, on est dans une peinture qui est encore complètement différente et nous qu'on n'a pas trouvé exceptionnelle. Une peinture commerciale. Ouais, une peinture commerciale. Même s'ils ont fait scandale à l'époque chez Bergweil. Je trouve que c'est une plastique qui est très ronde. Enfin, je sais pas, il y a pas, ça manque d'émotion. Même s'il dit s'inspirer des classiques italiens. Oui, dans la pose, il s'inspire des classiques, mais dans l'exécution, non, pas du tout. Et puis en plus, alors à cette époque-là, ça a fait des flops, mais maintenant, c'est les peintures qui se vendent des millions et des millions d'euros, de dollars, quoi. Voilà, ça. Ces grands nus ont eu un succès commercial extraordinaire, mais c'est pas à cette époque-là, c'est maintenant. Voilà. Et dès sa mort, déjà, ses œuvres ont pris énormément de valeur. Et alors, comme là, on recentrait l'exposition sur ces rapports entre Paul Guillaume et Modigliani, donc quand Modigliani a rencontré Zborowski, en fait, il a lâché Paul Guillaume, il se sentait beaucoup plus d'affinité avec Zborowski, avec sa culture, voilà, donc mais Paul Guillaume l'a pas complètement lâché, c'est-à-dire qu'il a continué quand même de lui acheter des œuvres. Et donc dans cette exposition, on voit aussi comment Paul Guillaume pouvait valoriser ses artistes. Donc dans son intérieur, il mettait des tableaux partout, donc il avait toujours des très grands appartements, et donc il a été collectionneur et marchand de beaucoup d'artistes. Et ce qui est, quand on va à l'Orangerie, c'est toujours passionnant de ne pas s'arrêter à l'exposition temporaire, mais justement là on voit toute sa collection, et il avait énormément, donc il y a la salle des Soutines, des Utrillo, des Picasso, des Renoir, des Derain, Oui, mais dans la séparation de Guillaume et de Modigliani, il y a aussi un facteur, comme Paul Guillaume avait de plus en plus de succès, de plus en plus d'artistes majeurs dans son petit cheptel, là, eh bien, Modigliani s'est senti un peu délaissé par Paul Guillaume, et donc c'est ce qui explique aussi en partie son départ vers Zborowski. Voilà. Il y a ça aussi qui joue, parce que, évidemment, pendant un moment, il a été l'artiste phare de Guillaume, mais avec le succès de Guillaume étant arrivé à quelque chose de quand même assez important, eh bien, il s'occupait moins de Modigliani. Et Modigliani, qui était un hypersensible, l'a senti. Ouais, et en même temps, Paul Guillaume ne lui a jamais consacré d'exposition personnelle. Il l'a toujours inclus avec d'autres artistes, quoi. Oui, Paul Guillaume était vraiment un marchand, je pourrais presque dire froid, un marchand, quoi. Tandis que Zborowski, c'était autre chose. Il était un peu poète, il était un peu écrivain, il avait une sensibilité plus proche de celle de Modigliani que Guillaume pouvait l'avoir. Donc, c'est bien, c'est une exposition, il y a du monde, c'est le seul, dès qu'on dit Modigliani, c'est comme de salles, voilà, ça fait déplacer tous les touristes, donc il y a que d'une heure. Voilà, il y a quand même pas mal de monde. On se dit d'ailleurs qu'on n'ira pas voir Van Gogh, les derniers Van Gogh au musée d'Orsay, parce que ça doit être encore pire, mais là c'est l'occasion de voir quand même toute cette série de portraits, et c'est toujours des belles émotions, quoi. Oui, surtout que particulièrement, encore une fois, ces portraits d'enfants ou de gens de la rue qu'il a pu faire à Nice, moi, c'était une découverte pour moi, une redécouverte, ou même carrément une découverte, parce que
On était surtout habitué à voir tous ces portraits d'artistes, etc., de gens célèbres et tout, mais pas de ce monde de la rue. Voilà. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Voilà la complainte de la butte, Cora Vauquer. Donc les expositions, donc Modigliani, un peintre et son marchand à l'Orangerie, c'est jusqu'au 15 janvier 2024. À Gravelines jusqu'au 12 novembre, Nicolas Ekman, ça c'est incontournable à mon avis. Ce que la Palestine apporte au monde jusqu'au 19 novembre à l'Institut du monde arabe. Trésor en noir et blanc au Petit Palais jusqu'au 14 janvier, ce qui sera notre prochaine exposition. Désiré Lucas, Voyage vers la lumière et la couleur, c'est au musée Eugène Carrière jusqu'au 17 mars. Nicolas de Staël au MAM jusqu'au 21 janvier. Claire Hughes, une graveuse à la Galerie Sabot jusqu'au 18 novembre. Stenlen, les peintures de Stenlen, c'est au musée de Montmartre du 13 octobre au 11 février. Et une artiste dont on vous avait parlé, Sophie Villoutrex-Bageux, expose au Salon des Réalités Nouvelles. C'est une exposition qui est du 19 au 22 octobre. Elle expose à l'espace Comines, qui est 17 rue Comines. Il y a 3 espaces d'exposition. Voilà, il y a 3 espaces. Je mettrai le flyer sur notre site internet. Le culturel de la semaine. Robert, t'as regardé, t'as vu quelque chose? Oh bah non, j'ai vu le doc d'Arte là sur Modi. Ouais, c'est déjà pas mal. Je l'ai regardé 2 fois.
J'ai beaucoup aimé parce que c'est très simple, c'est pas trop France-cul, quoi, voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ben moi justement, j'ai regardé une série d'Arte qui s'appelle Sous contrôle. C'est une mini-série en 6 épisodes de 30 minutes, donc autant dire que c'est vraiment une série très courte avec Léa Drucker et qui est très très drôle. En fait, bon, le sujet en soi est pas drôle parce que c'est la prise d'otage au Sahel par un groupe islamiste, mais le traitement du sujet est justement fait d'une manière légère. Et bon, Léa Drucker, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charisme. J'aime beaucoup sa façon de jouer. Et il y a Laurent Stocker qui fait le rôle du président de la République. Et vraiment, ça fait du bien, voilà, parce qu'il y a tout cet humour. C'est sur Arte. C'est la dernière série d'Arte. Ah, moi j'aimerais bien la voir. Je te la mettrai sur ton ordinateur. Oui, pas de souci. Voilà. J'aime beaucoup Léa Drucker. Salut les amants. Tout de suite. Claude et André de la Nation. Claude et William, nos potes de Brest, qui doivent être revenus de leur expédition au bord de la mer Méditerranée, ou la je trouve que c'était les Baléares, mais ils partaient une semaine, donc je pense qu'ils sont rentrés depuis longtemps. Oui. Ils sont tout bronzés, hein. Tout nus et tout bronzés. Jean-Paul Souvras, notre peintre de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un immense peintre, Jean-Paul Souvras, je répète. Claudine, une pote à ma camarade Pachalcho, sympathique, qui aime aussi beaucoup se balader dans les musées, qui appartient à une bibliothèque artistique à décorner tous les poum 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 poum. Où j'en suis, parce que j'en saute tout le temps, alors c'est quand même un peu ennuyeux. Corinne, Frédéric et Popeye, 3 artistes dont on aime beaucoup le travail et aussi la proximité. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, une très très bonne, qu'on aime beaucoup, et qui donne aussi des cours de gravure. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a ses coordonnées, je crois, sur notre blog. Clément, un graveur fou, le Van Gogh de la taille d'épargne, qui grave sur tout ce qui bouge, et qui est une production pléthorique. Agnès Dubar, une graveuse qu'on a connue à Lille, et puis après en Ariège, et puis aujourd'hui en Bretagne Sud. Une voyageuse, quoi. Thierry Morciot, un graveur bruxellois magnifique, beaucoup d'imagination dans le fantastique, etc. Enfin, le Nord, quoi. Alice Amoroso, une graveuse jeune, très jeune, voilà, qui est excellente aussi, pour pas dire merveilleuse, dans son travail, entendons-nous. Raoul Viloula, un de ses camarades de combat, qui lui aussi, on peut dire une pointure. Marie-Christine Béguet, elle est en relégation en Cévennes, un petit bled qui s'appelle comment, ma camarade? Saint-Hippolyte-du-Fort. Marie-Christine Béguet, Colette et Jacqueline, 2 veuves de peintres célèbres, Odon pour Colette et Raymond Imbert pour Jacqueline, Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar, voilà, qui sont toujours en pointe. Enfin, Liliane maintenant est un peu seule. Non, c'est Laurence. Non, c'est Laurence qui est seule. Ouais, Liliane, elle s'est mise un peu à l'écart des vivants. Geneviève, une autre sorcière bien aimée. Marie-Christine et Christophe, des militants de chez Chomelette. Cécile, tu la sens ma 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent et on t'aime. La Russe flamboyante, qui anime 2 émissions sur une radio Omni. Vous voyez ce que je veux dire? Une pour les enfants et une pour les parents. Et comme c'est une enseignante, c'est du beau boulot. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert le talent chez Florence Quenu, dans sa librairie L'Empreinte, à Bourg-en-Marlotte. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste tant aimée et disparue aujourd'hui, ainsi que sa maman Thérèse Franco. On a une pensée pour toutes les deux. Marie Degnaud, qui anime la galerie Kaleidoscope,
Antoine Manoury des Champignons, un petit groupe de musicos qui déménage, Anna Silorska, une peintre polonaise majeure, et mon pote Jacques du chemin, et Louis Loulet, et tous ceux qui n'y sont pas du monde minus du monde. Enfin, Manu de Gravelines, qu'on n'oublie pas, et Lionel et Sophia de Metz, qu'on a rencontrés. Ce sont des, vous savez, de ces gens qui gardent les expositions et qui en savent parfois beaucoup plus que les conservateurs. Bon, l'émission est à l'écoute sur notre blog archive.fr et tout de suite on se finit avec Pays Smell pour vivre. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran cieux tu néances, pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.